Bien, je pense qu'on peut commencer. Bien, on me demande de faire un rappel depuis. Oui. Alors, vous éteignez le micro. Alors, vous désactivez vos micros, donc sinon, donc, il y aura de l'écho. Bien. Alors, je disais donc qu'on me demande donc de rappeler un peu donc ce qu'on avait eu hier. Donc, en fait, hier, c'était juste une introduction générale. Donc, on n'a pas encore abordé donc le cours, les séances de cours proprement dites. Donc, c'est aujourd'hui donc qu'on commence. Et bien évidemment, donc tout ce qu'on fait donc ici donc via Google Meet, donc c'est juste un complément. Donc il y aura des séances donc en présentiel à la fac, donc selon un calendrier, une répartition des étudiants qui vous sera adressée. Donc et ça commencera là la semaine prochaine. Alors bon, hier donc on avait parlé un peu de tout et de rien. Donc, on avait parlé de la science d'une manière générale, de l'esprit scientifique, de la méthodologie scientifique, donc de ce qui posait problème. Puis après, pardon, cela, donc j'ai enchaîné sur les unités de mesure. Donc, étant donné donc que vous avez un cours donc de technique d'analyse, donc à chaque analyse, donc en fait, ça nous renvoie donc à faire des mesures. Donc, j'ai un peu présenté donc les unités du système international. Donc, je les ai présentées surtout dans un contexte historique, c'est-à-dire leur origine et d'où ils nous proviennent. Donc voilà, donc en gros, donc ce qu'était donc en fait la séance d'hier. À la fin, donc j'ai un peu présenté le cours, donc le module plutôt. Alors bon, je l'ai présenté donc surtout dans sa partie théorique. Donc j'ai pas parlé de TP, j'ai pas parlé de TD. Peut-être les gens qui s'occuperont donc des TP et de TD, donc eux vous les présenteront dans le moment opportun. Bien sûr, donc je suis désolé qu'ici, donc je ne peux accueillir que 100 personnes, donc je sais très bien donc qu'il y en a beaucoup plus qui souhaitent donc assister. Et comme je l'ai promis, donc ça sera enregistré, donc et je mettrai le lien de la séance sur la plateforme Google Classroom et peut-être aussi donc sur la plateforme de l'université. Comme ça, vous pouvez y accéder pour la revoir, pour les gens qui sont présents et peut-être aussi donc pour la suivre pour une première fois pour les gens qui n'ont pas pu donc se connecter maintenant. Bien. Alors donc on entame donc ce cours de technique chimique d'analyse, donc qui est un module en fait transversal, donc transversal dans le sens où vous aurez peut-être besoin vous utiliserez donc tout ce qu'on va expliquer dans ce cours, vous aurez à l'utiliser dans différents enseignements, dans différents modules. Donc, et peut-être donc ça vous servira aussi donc pour vos études ultérieures, donc après votre licence, si donc bien sûr donc vous envisagez de faire des études à ces langues. Bien. Alors maintenant, ce cours, donc je l'ai dit hier, donc c'est juste un aperçu, donc très simple, très simpliste, donc très résumé de quelques méthodes d'analyse. Donc il ne faut pas aller bien sûr, donc s'imaginer qu'à travers ce module, donc nous allons pouvoir aborder
donc toutes les techniques d'analyse chimique qui puissent exister. Donc, ça va être axé donc, essentiellement donc, sur des techniques que vous aurez peut-être l'occasion d'utiliser et surtout des techniques dont vous allez entendre parler le plus souvent, c'est-à-dire donc les techniques les plus usuelles, donc et qui vous seront d'intérêt dans votre cursus. Alors, là aussi, donc, je l'ai expliqué hier. Donc, en fait, dans ce cours, nous allons suivre un cheminement logique. Tout simplement, c'est-à-dire, on va se mettre en situation, c'est-à-dire comme si on allait faire une analyse, et puis on va avancer comme ça, c'est-à-dire dans l'ordre logique des choses. Donc, je ne vais pas vous balancer des techniques d'analyse indépendamment donc, de cet enchaînement logique donc qu'impose l'expérimentation. Alors, c'est comme ça qu'on va faire. Peut-être, donc je rappellerai donc juste pour les gens qui n'étaient pas ici hier, donc que ce cours donc suivra donc cette logique-là, donc je l'ai dit, mais également donc ça consistera en 3 grands chapitres. Donc il y a des chapitres que peut-être on n'entamera pas, qu'on n'abordera pas faute de temps. Déjà dans les temps normaux, c'est-à-dire avant donc cette crise sanitaire, avant ces conditions exceptionnelles d'enseignement donc que nous impose cette crise sanitaire. Donc, j'ai jamais pu donc arriver donc à ces chapitres-là. Donc, et l'essentiel de l'enseignement donc consistera en un premier chapitre donc qui en fait c'est tout ce qui se passe avant une analyse, tout ce que un expérimentateur donc aura à faire avant de pouvoir analyser donc son échantillon. Après donc ce premier chapitre, donc les 2 autres chapitres concerneront des techniques d'analyse. Donc il y aura des techniques d'analyse spectroscopique, c'est-à-dire des techniques d'analyse dans lesquelles vous allez utiliser ce qu'on appelle des spectrophotomètres ou des spectromètres. Donc et ce nom-là de la spectroscopie, donc ce nom-là, qu'est-ce que ça indique? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc ça veut dire tout simplement que ce sont des techniques basées sur l'interaction entre la lumière et la matière. Donc en fait c'est cette interaction, en fait pas la lumière mais toutes les ondes électromagnétiques. Donc en fait c'est cette interaction entre ondes électromagnétiques et matière qui va nous fournir des renseignements pour pouvoir donc en fait comprendre certaines choses. Donc pour pouvoir nous donner des renseignements donc soit sur la quantité donc, de matière, donc c'est une quantification, soit sur la nature de cette matière. Et là, donc, là, je suis déjà en train de parler de 2 types d'analyse que théoriquement, donc, on distingue comme ça, c'est-à-dire des analyses qui ont pour objectif donc d'être qualitatives et d'autres qui ont pour objectif d'être quantitatives. C'est quantitative, donc dans le sens où l'objectif ultime de l'analyse, c'est-à-dire ce qu'on attend de cette analyse, c'est d'aboutir à une quantification, à une quantité, à un chiffre, c'est-à-dire dire que telle chose ou telle autre chose, donc ça représente 10%, 20%, ou ça représente 20 microgrammes ou 100 microgrammes par litre ou par kilo. C'est ce genre de renseignements que nous apporte ce qu'on appelle une analyse quantitative. Alors, à l'inverse, donc l'analyse qualitative, donc c'est ce qu'on va recueillir comme renseignement à travers donc cette analyse. Donc, c'est en fait des choses qui ne sont pas quantitatives. Donc, c'est des propriétés d'une matière, c'est une structure chimique d'une molécule, et une manière donc de réagir avec autre chose. Donc c'est la nature de cette molécule. Est-ce que ça appartient à telle famille biochimique ou à telle autre famille de biomolécules. Donc ce genre de renseignement, donc bien sûr, donc il est nullement quantitatif, c'est-à-dire c'est pas ce qu'on obtient comme renseignement, c'est pas un chiffre, c'est pas une valeur. Donc, et de ce fait-là, donc ça s'appelle
on l'appelle une analyse qualitative. Mais dans la réalité, en fait, dans la pratique, donc en fait, ces deux aspects-là se mélangent. Donc, n'allez pas imaginer qu'il y a des analyses qualitatives qui sont complètement indépendantes des analyses quantitatives, c'est-à-dire si on fait ça, donc on n'a même pas besoin de l'autre analyse ou c'est complètement indépendant. En fait, c'est pas indépendant parce que souvent, pour quantifier quelque chose, il faut déjà savoir ce que c'est. C'est-à-dire, il faut déjà avoir une idée sur ce que c'est. Donc, en fait, dans la pratique, ces deux analyses-là se mélangent. Donc, du quantitatif et du qualitatif, on le retrouve donc englobé dans une expérimentation, dans la même expérimentation. Donc, ça peut nous donner un renseignement aussi bien sur la nature des choses que sur leur teneur ou sur leur concentration, etc. Bien. Alors maintenant, je disais donc en fait que ce premier chapitre, donc on va y voir donc en fait tout ce qui vient avant l'analyse. Alors pourquoi? Alors tout simplement parce qu'en fait il y a des choses, il y a des échantillons qui sont analysables en l'état, c'est-à-dire ils sont analysables tels qu'ils sont. Vous prenez de l'eau, donc si vous voulez savoir la température de l'eau, si vous voulez savoir son pH, donc en fait il n'y a rien à faire, donc vous amenez votre échantillon, vous mettez un thermomètre et vous aurez sa température, vous mettez une sonde de pH mètre et ça vous donne directement son potentiel hydrogène. Ça veut dire tout simplement que vous n'avez rien à faire, donc vous n'avez aucune manipulation à faire de plus sur votre échantillon pour procéder à votre analyse. Donc votre analyse se fera directement. Alors ça, c'est des cas, mais dans la majorité des cas, des situations, donc en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc vous ne pouvez pas analyser donc votre échantillon tel qu'il est. Vous ne pouvez pas prendre un morceau de viande et le mettre quelque part dans une machine pour avoir un renseignement quels sont ses constituants. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Vous ne pouvez pas faire cela. Même dans l'eau aussi. Donc si vous voulez par exemple donc analyser donc je sais pas la quantité d'un polluant, d'une substance polluante dans l'eau généralement, donc vous ne pouvez pas le faire directement. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas amener votre échantillon de l'eau, le mettre dans une machine, et ça vous donnera le renseignement que vous cherchez. Donc, ce n'est pas possible. Donc, ce genre de machine n'existe pas. Alors, ça n'existe pas donc pour différentes raisons. Donc, soit que la quantité donc de votre élément que vous voulez analyser, elle est extrêmement infime dans votre échantillon, c'est-à-dire votre machine donc n'est pas capable de détecter donc la substance en question. Il n'est capable de la détecter, pas parce que donc la méthode ne détecte pas, mais parce qu'elle est en dessous du seuil de détection. Et n'importe quel instrument, donc en fait, il faudra ça aussi donc le mettre clairement dans vos têtes. Donc il a un seuil de détection. C'est pas parce que vous avez quelque chose qui vous mesure la température, donc quelque chose de très simple, donc un thermomètre qui vous mesure de la température, que ça peut vous mesurer donc en fait des variations très infimes de température. Donc il y a une précision pour chaque appareil, il y a un seuil de détection également. Donc ce seuil de détection, c'est-à-dire si votre substance se retrouve dans votre échantillon à des teneurs, à des concentrations tellement faibles, donc en fait donc peut-être que vous ne pouvez pas l'analyser et à ce moment-là, ça ne veut pas dire que votre substance n'est pas présente dans votre échantillon. Ça veut dire qu'il faudra procéder autrement. C'est-à-dire qu'il faudra se débrouiller pour aller augmenter cette quantité dans votre échantillon, c'est-à-dire aller la chercher, Vous éteignez vos micros, donc il y a de l'écho. Alors, je disais donc en fait qu'il faut aller la chercher donc, pour que vous l'ayez en quantité suffisamment analysable, tout simplement. Donc, voilà. Donc, ce que je veux expliquer ici, c'est que dans certains cas, vous ne pouvez pas procéder à l'analyse directe de votre échantillon.
Alors, et du moment où vous ne pouvez pas analyser directement votre échantillon, donc soit parce que la méthode n'existe pas, soit parce que votre échantillon n'est pas analysable directement, vous ne pouvez pas prendre une feuille d'une plante et aller la mettre quelque part pour que ça vous donne donc la quantité d'acides aminés que ça contient. Donc, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas possible tout simplement. Donc, il y a des étapes donc, qu'il faut suivre donc, avant de pouvoir dire quelles sont les substances, ou quelle est la substance, ou quelle est la quantité d'une substance qui est contenue dans votre échantillon. Alors, remarquez que depuis tout à l'heure, donc, je suis en train de parler d'échantillon. Savez-vous donc ce que c'est qu'un échantillon? Est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que quelqu'un peut me dire donc ce que c'est qu'un... Depuis tout à l'heure que je parle d'échantillon, qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous entendez ce mot-là? Alors voilà, donc On peut dire que le sang, les urines et les selles font partie des échantillons. Non, mais c'est pas ça. Donc ça, c'est pas un échantillon. Donc ça, c'est votre matière à analyser. Donc c'est pas un échantillon. C'est une partie d'un ensemble. Donc voilà, exactement. Donc un échantillon, c'est une partie d'un ensemble. Donc quand vous allez prendre une petite partie de votre sang, donc oui, donc ça c'est un échantillon. Alors donc déjà, donc il y a tout ce problème d'échantillonnage. Donc en fait, il y a toute cette opération qu'on appelle échantillonner ou l'échantillonnage qui est déjà quelque chose donc à prendre en considération. Parce que tout simplement, donc c'est peut-être quelque chose que j'ai oublié de mentionner donc avant, mais c'est pas grave. Donc je peux le dire maintenant. Quand vous faites une analyse et quand votre analyse comprend différentes étapes, plusieurs étapes, tout ce qui se passe, chaque étape compte. Tout ce qui se passe pour une étape peut fausser vos résultats. Peut fausser votre résultat. C'est-à-dire toutes les étapes sont importantes. Si une étape n'est pas faite correctement, bien sûr, ce que vous allez obtenir à la fin, donc il est faux. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas l'obtenir, mais votre machine, les machines ou toutes les méthodes, soit chimiques ou physico-chimiques ou comme vous voulez, donc c'est des méthodes, c'est des choses qui sont stupides, connes, une machine, donc ça ne réfléchit pas. Une machine, vous lui donnez quelque chose, il vous sortira une réponse. Alors, ça dépend de ce que vous lui donnez, ça dépend de ce que vous faites. C'est l'expérimentateur qui doit juger de toutes les étapes et de la validité donc, de tout ce qu'il est en train de faire. Alors maintenant, donc, on arrive, donc vous voulez étudier quelque chose, donc depuis tout à l'heure, donc je suis en train de vous parler d'un échantillon, c'est-à-dire d'une petite partie d'un ensemble. Alors pourquoi tout d'abord une petite partie? Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas étudier l'ensemble. Si vous voulez analyser l'eau potable de Marrakech, si vous voulez voir est-ce que ça contient telle ou telle substance, soit bénéfique, soit nocive, donc, etc. Donc, vous n'allez pas pouvoir prendre toute l'eau et faire votre expérimentation dessus. Donc, ce n'est pas possible. Et c'est la majorité, en fait, des analyses dans le monde biologique. Donc, en fait, que vous analysez quelque chose de vivant ou de pas vivant, d'inerte, donc ça sera toujours le même problème. C'est-à-dire, c'est un problème tout d'abord d'échantillonnage. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas analyser la totalité, alors il faudra prendre une partie. Alors, mais il y a un problème ici. Donc, si vous prenez cette partie, qu'est-ce que vous supposez? Supposez que ce que vous allez trouver dans cette partie, votre échantillon, c'est quelque chose qui est valable pour tout l'ensemble de votre produit ou de votre population. Alors maintenant, donc, je vous donne un exemple peut-être qui serait plus parlant. Si on s'intéresse à la population humaine, alors vous voulez analyser donc mettons, donc vous allez juste déterminer la quantité de sucre qu'il y a dans le sang des humains.
comment vous allez faire? Donc, vous allez pas, la question posée, c'est pas la quantité de ce qu'il y a chez vous, chez une personne. Donc, ça, c'est un autre type d'analyse. Donc, ça, c'est une analyse individuelle. Donc, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Alors maintenant, si la question est, tout d'abord, dites-nous, ce sucre-là, ce glucose, c'est combien de glucose il y a naturellement dans le sang des humains. Alors, comment vous allez procéder? On va prendre un échantillon de l'humanité, c'est-à-dire un homme seul. Des humains, pas de l'humanité. L'humanité, c'est autre chose. Oui, bien, des mais humains. très bien, l'idée, elle est là. Parce que tout le monde va comprendre, en fait, si je prends une personne, deux personnes, trois personnes, donc en fait, ce que je vais trouver chez une personne, peut-être, c'est pas la vérité donc, de toute la population. Oui, c'est ça le problème qui se pose. Exactement. Donc, c'est ça le problème de tout le monde biologique, c'est qu'il y a une diversité, c'est qu'il y a une variabilité génétique des êtres vivants. Donc, vous prenez donc le même problème, vous voulez analyser donc combien de protéines il y a dans du lait de vache. Donc, en fait, est-ce que tout le lait et de toutes les vaches donc contient la même quantité de protéines ou pas? Donc, je répète, donc il faudra distinguer entre une analyse individuelle, c'est-à-dire si on vous donne le problème, dites-nous donc cette vache, le lait de cette vache-là, combien de protéines ça contient, ça c'est un genre de problème. Mais si on vous pose la question, dites-nous donc le lait de vache, comme ça, le lait de vache, c'est pas le lait d'une vache, mais c'est le lait de vache, combien ça contient de protéines. Donc là, c'est un autre problème. C'est-à-dire, il faudra amener une valeur qui serait valable pour toute la population. Donc cet échantillon-là, donc maintenant, donc vous allez vous apercevoir qu'il y a déjà un problème d'échantillonnage, c'est-à-dire comment faire pour faire cette analyse-là. Alors, je reviens à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Donc, vous vous êtes posé, on vous donne un petit problème, c'est-à-dire, dites-nous combien d'une substance donnée, donc ici, donc j'ai pris l'exemple de glucose, donc il y a dans le sang des humains. Alors, si j'analyse une personne, est-ce que ça va? Bien sûr que non. Donc, en fait, donc, ce que je peux obtenir donc, peut ne pas être valable sur une autre personne. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Monsieur, on va prendre plusieurs échantillons et faire une sorte de moyenne. Alors, plusieurs échantillons, plusieurs individus, oui. Mais Oui, comment voilà. vous allez les prendre? Comment vous allez les prendre? C'est ça le problème, oui. Donc, l'idée maintenant, c'est de prendre plusieurs, mais combien et comment? Donc, deux questions. Donc, je vous l'ai dit donc, au début de cette séance, que c'est, imaginez-vous que vous êtes dans une situation pratique, c'est-à-dire que c'est vous qui allez faire cette expérience. On va faire des prélèvements sanguins de plusieurs personnes. Quelles sont ces personnes et comment? Comment vous allez faire? Donc, avant, vous allez faire des prélèvements sanguins, oui, mais avant, vous allez choisir vos copines. Non, on verra différentes personnes de différentes tailles, morphologies. D'accord, très bien. Oui, allez-y. Et on verra un petit peu cette diversité et pour voir si pour voir un petit peu la moyenne de glucose qu'on peut trouver chez un humain. Alors, si vous prenez cette diversité, donc il y a, je crois qu'il faut oui. en considération que prendre les gens en bonne santé qui n'ont pas de diabète, qui peut influencer. Comment vous allez le savoir? Mais comment vous allez le savoir, mademoiselle? Comment vous allez savoir? Si vous savez déjà ceux qui sont diabète, c'est que vous avez déjà fait votre analyse. C'est que vous avez savoir combien de glucose. Vous avez déjà le résultat. Comment vous allez faire? Monsieur, oui. Je pense qu'on va prendre des gens au hasard. Très bien. Donc, vous n'avez pas d'autre solution que ça, en fait. Donc, en fait, si vous voulez quelque chose qui va vous donner une idée de ce qui se passe dans une population, vous ne pouvez faire jouer que le hasard. C'est-à-dire, il ne faudra pas que ce soit vous qui décidez
que telle personne va faire cette analyse ou telle autre va faire cette analyse. Alors maintenant, donc c'est le même problème maintenant donc, qui se pose pour le vaccin contre le Covid qu'on est en train donc, de développer maintenant. Donc vous avez très bien suivi un peu donc l'actualité et vous avez remarqué qu'en fait toutes les firmes pharmaceutiques, tous les grands laboratoires pharmaceutiques qui sont en train de développer donc ce vaccin essayent de faire des tests un peu partout dans le monde. C'est en fait pour voir un peu donc tout ce qui se passe chez un grand échantillon des humains. Et vous avez certainement suivi ça et que vous avez remarqué qu'en fait que ça on le fait progressivement. Alors, tout d'abord, un petit échantillon, et puis donc, on élargit et l'échantillon. Donc, il y a une étape où on teste sur une centaine de personnes, et puis il y a une étape où on teste sur des milliers. Et puis, donc, il faut diversifier les origines. Donc, il faut tester sur des gens d'Afrique du Nord, des gens du Moyen-Orient, des Européens, des Américains, des Asiatiques, etc. Alors, pourquoi on fait ça? C'est pour ce problème-là. Bien sûr, donc on ne va pas tester ce vaccin sur toute l'humanité. Ce n'est pas possible, donc c'est plus un test, ça. Alors maintenant, mais on va le tester sur un échantillon. C'est ce qu'on appelle un échantillon. C'est une partie d'un ensemble. Mais il y a des conditions. Il faudra que cette partie de l'ensemble nous donne exactement un résultat qui se rapproche au maximum au résultat qu'on aurait obtenu si on l'avait fait sur toute la population. Alors ça, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer ici? Donc, je suis en train d'expliquer ce qu'on appelle la représentativité. C'est-à-dire, donc, il faudra que cet échantillon soit représentatif de la population. C'est-à-dire, dans ce petit échantillon, alors, vous ne pouvez pas le faire sur 7 milliards de personnes sur Terre. Vous allez le faire sur des milliers, quelques milliers. Alors, des milliers par rapport aux milliards, c'est un facteur d'un million, de millions. Donc, le facteur à multiplier pour passer de 1000 à 1 milliard, c'est 1 million. Alors, c'est-à-dire, vous allez le faire sur une population qui est le 1 millionième de l'effectif de votre population. C'est-à-dire, en fin de compte, vous allez le faire sur un tout petit nombre. Mais ce petit nombre, cet échantillon-là, il doit exactement être identique à la population entière dans sa diversité. C'est-à-dire, toutes les différences génétiques que je peux avoir dans l'humanité, il faudra que je l'ai dans mon échantillon, et il faudra que je les ai dans les mêmes proportions. C'est-à-dire ici, on s'intéresse rien qu'à, par exemple, le groupe sanguin, il faudra que la fréquence des groupes sanguins dans la population humaine, c'est-à-dire si on prend le groupe O par exemple, si le groupe O, un quart des humains ont un groupe O, il faudra que mon échantillon aussi sur lequel je vais tester, donc il faut également qu'il y ait un quart de la population qui a le groupe O. Et ainsi pour tous les critères. Et quand je dis il faudra que ça soit la même chose pour tous les critères, tout de suite, vous pouvez imaginer qu'en fait, et à raison, vous pouvez le dire, à raison, qu'en fait c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile d'avoir ça. Alors maintenant, comment procéder pour avoir cet échantillon? Donc vous avez déjà compris qu'en fait que la nécessité d'échantillonnage s'impose. C'est-à-dire, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas que juste vous voulez étudier une petite population. Alors maintenant, ça s'impose parce que vous ne pouvez pas tester sur tout le monde. Vous ne pouvez pas analyser toute votre population, quelle que soit, que cette population soit une population d'insectes, de fleurs ou d'eau ou de roches ou ce que vous voulez. Alors maintenant, il faudra, tout ce que vous pouvez faire, c'est analyser sur un petit ensemble qu'on appelle échantillon. Et avec cette précaution-là, il faudra que ce petit ensemble-là reflète exactement la population d'origine. C'est-à-dire tout simplement, il faudra qu'elle soit représentative. Donc ça, c'est une condition. Alors maintenant, donc, ce qui vient après, c'est comment rendre cet échantillon
représentatif. Il y a votre camarade donc, tout à l'heure qui a dit donc il faudra le prendre au hasard. Oui, exactement. Parce qu'en fait, il ne faut pas s'amuser, donc c'est complètement interdit d'aller choisir des gens. D'aller choisir des gens si on parle de personnes humaines, donc ou d'aller choisir dans votre échantillon, si vous voulez analyser vos oranges, des oranges ou des pêches ou n'importe quel autre légume, donc il ne faut pas s'amuser à aller prendre celle-là, je vais prendre celle-là et je ne vais pas prendre celle-là. Parce qu'en fait, les humains, inconsciemment, donc préfèrent certains individus, que ce soit des individus de pommes ou d'oranges ou de pêche ou des individus humains ou des insectes ou des moutons, peu importe, si on vous laisse choisir, si on laisse l'humain choisir, inconsciemment, il va prendre certains, il va en écarter d'autres, c'est ce qu'on appelle un screening sentimental. Donc, il ne faut pas qu'il y ait ça. C'est-à-dire, en fait, il faudra que ça soit fait à l'aveugle, c'est-à-dire celui qui choisit, il doit obligatoirement ne pas savoir ce qu'il choisit. C'est-à-dire, si j'attribue à une population des nombres 1, 2, 4, 60, etc., et je tire au sort, donc je vais avoir donc 10 personnes, 10 nombres, donc je ne connais pas la correspondance avec ces gens-là, donc je ne sais pas qui c'est, etc. Je ne connais pas son âge, mais si je le fais au hasard et je le répète suffisamment, donc c'est la loi des probabilités, je sais que dans mon échantillon, il y aura toute la population représentée dans les mêmes proportions. C'est-à-dire, donc, si j'ai des gens âgés, donc de plus de 60 ans dans ma population, je sais quand je vais faire ça. Donc, si ces gens-là âgés, dont la grande population représente 10%, je sais que si je fais ça, je le répète suffisamment, je vais avoir la même proportion. Donc, en fait, il faudra, donc, à travers ça, donc, je vais expliquer qu'il y a qu'un moyen, enfin, l'échantillonnage, donc, c'est toute une science aussi, donc, c'est tout un grand chapitre de statistiques des maths. Donc, comment échantillonner? Donc, il n'y a pas une seule méthode. Donc, il y a différentes manières d'échantillonner. Donc, on peut subdiviser en de grands groupes, puis à partir de ces grands groupes, il faudra choisir, etc. Donc, il y a différentes manières. Mais ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, donc, c'est pas vous donner donc un cours sur l'échantillonnage. Donc, ça, c'est pas l'objet de ce module. Donc, c'est pas l'objectif de ce module non plus. Donc, mais c'est juste que vous ayez conscience et que vous compreniez donc l'importance de cette étape-là. Donc, si vous voulez avoir un résultat valable, donc il faudra prendre en considération la diversité qu'il y a dans votre population. Et quand je parle de population, je ne suis pas en train de parler nécessairement des humains. Ça peut être n'importe quoi, des animaux, des plantes, des végétaux, des insectes ou des roches. Donc, c'est le même problème qui se pose, c'est-à-dire donc il y a une diversité, donc en fait, et il faudra faire en sorte, il y a d'un côté une diversité, mais il y a aussi de l'autre côté cette impossibilité d'analyser donc toute votre population. Et à ce moment-là, donc il faudra choisir donc un petit nombre, et ce petit nombre, c'est ce qu'on appelle un échantillon, mais avec ces conditions-là, il faudra que cet échantillon soit représentatif. Il faudra soit représentatif, ça veut dire, je l'explique encore une deuxième fois, ça veut dire tout simplement que dans mon échantillon, dans ce petit échantillon, je dois avoir toutes les différences, toute la diversité qu'il y a dans ma population d'origine. Alors, comment le choisir? Donc, il ne faut pas s'amuser tout simplement à aller choisir. Il ne faut pas que l'expérimentateur, donc c'est-à-dire celui qui va faire cette expérience, il ne faudra pas qu'il aille donc en fait s'amuser lui-même à choisir. Donc c'est pas comme ça, donc il faudra que ça soit fait au hasard, et j'espère que vous avez compris pourquoi. Bien, alors donc c'est cette première étape. Donc avant l'analyse, donc vous avez quelque chose à analyser, donc vous devez aller tout d'abord chercher. Donc je reviens à cet exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire si vous voulez savoir la quantité de glucose qu'il y a chez les humains. Donc, en fait,
il faudra choisir des personnes qui doivent être représentatives donc, de toute la population humaine. Il faudra les choisir au hasard. Et puis, donc, faire votre analyse. Alors, de là, donc, tout ça, c'est bien déjà comme concept et comme idée, vous avez compris pourquoi. Mais dans la pratique, il y a un autre problème. Voilà, on a dépassé un problème. Vous avez compris, donc vous avez une population d'humains, vous dites, tiens, moi je ne peux pas aller prendre des gens comme ça, donc il faudra que je procède autrement, qu'il faudra que ce soit fait au hasard, et il ne faut pas que je sache, il ne faut pas que l'expérimentation sache ce qui c'est qui va être analysé et qui ne va pas être analysé, donc, et ça vous l'avez compris. Mais après cela, vous allez prendre combien de personnes? Donc l'autre problème qui survient juste après, c'est combien, vous allez faire ça sur combien de personnes? Sur 3 personnes? Ça, c'est un exemple, mais mettez-le bien dans vos têtes. Quand je parle de personnes, c'est juste pour l'illustration, pour que ça soit bien compris. Donc, mais vous pouvez donc le faire sur des plantes, sur du bois, sur de l'eau, sur du pétrole, sur n'importe quoi. Donc, c'est valable à n'importe quelle chose que vous voulez analyser. Alors maintenant, vous avez compris que dans cet exemple-là, qu'il faut prendre un échantillon représentatif. Donc, vous avez pris vos précautions. Donc, et vous avez réussi à avoir une méthode qui va vous permettre de choisir des personnes au hasard. Mais combien? Si vous voulez faire cette analyse, rapidement, vous allez avoir ce problème-là. Donc, vous allez, donc, dès que vous commencez, vous allez dire, tiens, est-ce que je le fais sur combien de personnes? 3, je m'arrête à 3, je m'arrête à 1000, je m'arrête à 100 000, je m'arrête à combien? Alors, sur combien vous allez le faire? C'est sur le maximum qu'on peut, C'est-à-dire? le plus de personnes possible. Exactement, tout à fait. Donc, en fait, oui. Selon les moyens qu'on a. Exactement. Donc, sur le maximum de personnes, et ce maximum de personnes, ce sont les moyens qui vont l'imposer. Donc, en fait, donc, si vous faites une analyse rapide, pas chère, c'est très différent si vous faites une analyse extrêmement longue, qui va prendre des mois pour avoir un résultat par individu et qui est extrêmement cher. Donc, en fait, ce nombre-là, donc, il y a juste une chose à se mettre en tête, c'est qu'en fait, plus ce nombre est grand, plus ça va être représentatif. C'est-à-dire, si vous prenez 100 000 personnes, c'est mieux que 1000 personnes. Mais si vous prenez 1000 personnes, c'est déjà mieux que 100 personnes. Et c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, la précision de votre analyse va dépendre de la taille de votre échantillon. Et la taille de votre échantillon, c'est quelque chose qui est imposé par les moyens dont vous disposez et par la cherté de votre analyse et par le temps que ça demande. C'est-à-dire, si vous avez une analyse qui, pour chaque individu, va demander 1 mois pour avoir le résultat, c'est très différent d'avoir une analyse qui va prendre quelques minutes. Donc, si il suffit de quelques minutes pour avoir un résultat, vous pouvez bien sûr en prendre plus. Et vaut mieux en prendre plus parce que vous avez compris que la précision de votre résultat donc, dépend aussi du nombre que vous avez pris. Donc, la représentativité tout d'abord, donc en fait, il faudra que votre échantillon donc, reflète la population, mais combien donc d'individus donc cet échantillon donc, doit comprendre, donc c'est un maximum. Et ça dépendra donc de vos moyens, de la cherté de l'analyse et de combien ça prend dans le temps. Alors ça, c'est des analyses de population. Alors tout à l'heure, donc je vous ai dit qu'en fait que c'est complètement différent. Donc si vous voulez analyser donc ce qui se passe chez un individu, c'est-à-dire si maintenant donc je reviens vous dire donc tiens je veux avoir la quantité de sang qu'il y a chez une personne, c'est très différent. Donc là, il n'y a pas à aller chercher
ce qui se passe dans la population. Ce qui nous intéresse, c'est une analyse pour un individu. Alors là, le problème de la représentativité ne se pose plus. Cet individu, il est unique. Donc, on va prendre juste du sang. Mais, alors maintenant, c'est le même problème qui se pose aussi, donc même pour la population, mais je vais en parler ici. J'en ai pas parlé tout à l'heure pour ne pas trop compliquer donc, la chose. Alors maintenant, il y a autre chose. Alors, ce niveau de glucose dans le sang d'une personne, vous allez le mesurer quand? Le matin, le soir, l'après-midi? Quand? Il y a Le déjà... matin. Avant Le de matin. manger, à jeun. Avant de manger quelque chose. Non, voilà, donc vous êtes complètement... Donc, on revient à ce que j'ai expliqué Le hier. matin. Je reviens à ce que j'ai expliqué hier. Donc, c'est que... À n'importe quelle heure dans la journée. Je... Pour avoir comme une variation du diabète, du glycémie, pardon. Alors, je reviens à ce que j'ai expliqué hier. En fait, que dans notre manière de recevoir donc, cette connaissance humaine, donc il y a quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est que on est plus ou moins formaté pour relater l'information. C'est-à-dire donc tout ce qu'on sait faire dans nos populations, surtout de ce côté du monde arabe et musulman, plus arabe que musulman, c'est juste de relater une information qu'on a déjà entendue quelque part. Alors maintenant, vous avez répondu à Jean, c'est clair, donc pourquoi vous avez répondu à ça comme ça? Parce qu'en fait, l'analyse donc du glucose donc se fait à jeun. Mais ça se fait à jeun avant de manger, en fait, pour une raison. C'est pour essayer de voir est-ce que votre organisme contrôle ce niveau de glucose ou pas. Est-ce que votre organisme arrive à contrôler le niveau de glucose ou pas? Est-ce que ça, c'était la question qu'on s'est posée au début? Est-ce que ça, c'était ça? Non. Quand j'ai parlé d'une analyse de glucose, j'ai nullement donc invoqué, donc en fait, ou l'a plutôt évoqué, je n'ai nullement évoqué en fait le fait que je vais vérifier si votre organisme contrôle le glucose ou pas. Donc, ce sont deux problèmes, deux questions complètement différentes. Donc voilà, donc le problème, donc si vous voulez donc avoir une idée donc de la quantité de sucre chez quelqu'un, donc en fait il faudra tout simplement plus de précision à cette question. Est-ce que vous voulez voir comment ce glucose, ce niveau de glucose de chez cette personne évolue le long de la journée, le long de sa vie, ou vous voulez voir à un certain moment précis, parce que si vous faites l'analyse donc, et vous remarquez que ça varie, alors maintenant il faudra repréciser la question. Vous allez venir tout d'abord et dire, donc la première analyse, la première recherche que vous faites, donc va juste démontrer que, attends, mais ce niveau de glucose, il n'est pas le même le matin que le soir. Il n'est pas le même avant de manger et après manger. Ça, c'est déjà la première étape. Ça, c'est déjà la première information. Et après, donc, une fois... Donc, si vous ne connaissez pas cette information, on vous demande, les gens qui ne la connaissaient pas avant, donc en fait, ils ont fait une autre type d'analyse. C'est-à-dire, ils ont pris des personnes ou une personne, et puis ils sont allés chercher le glucose, la quantité de glucose à différents moments de la journée, pour différents âges, ou au moins si on parle juste pour une seule personne qui a un certain âge précis, donc au moins on va la chercher à plusieurs moments de la journée. Et si on faisait, c'est parce que on a fait ça qu'on est venu avec la conclusion que, attends, c'est pas la même chose.
c'est pas la même chose, ça varie du matin au soir. Alors maintenant, lorsqu'on a cette information, c'est après c'est après que vient l'autre question. Maintenant, ça varie, mais à quel moment faut-il la faire et à quel moment ça a un sens? Alors, ça a un sens dans quel contexte? Alors maintenant, si on se met dans un contexte pathologique, c'est-à-dire d'une maladie, donc du diabète que vous connaissez, on peut se poser la question, mais attends, donc cette quantité de glucose qu'on a retrouvée, que normalement, donc ça varie le long de la journée, pour que ça nous donne une information sur la régulation du taux de sucre dans l'organisme, à quel moment il faut le faire? Il faudra la faire. À ce moment-là, c'est une autre question. Alors, vous avez remarqué qu'à travers ces petits exemples, donc il y a différentes étapes, il y a différentes expériences, il y a différentes analyses qu'il faut faire, et à chaque fois, donc, ce que vous apportez, le résultat que ça vous apporte votre analyse, donc en fait, il n'est relatif qu'aux conditions dans lesquelles vous avez fait votre analyse. Donc ça, si vous faites votre analyse de sucre juste après un repas, donc ça vous donnera juste cette indication-là. Ça ne pourra pas vous donner l'indication du niveau de sucre, donc que le long de toute la journée. Et vous ne pouvez pas dire que le niveau de sucre normal, donc chez quelqu'un, c'est ça. Donc ça renvoie, ça nous renvoie à cette précision et à cette rigueur donc, dont fait preuve la science. La science, quand vous avez un résultat, en fait, ce résultat-là, il ne dit que certaines choses. Il ne faut pas essayer de lui faire dire autre chose. Donc, c'est juste lié aux conditions et aux paramètres donc, de votre analyse. Donc, ce n'est pas une vérité absolue, c'est la vérité d'un moment, c'est la vérité de certaines conditions. D'accord? Alors maintenant, on revient à ce qui nous intéresse de près maintenant. Donc, en fait, vous avez compris tout à l'heure, donc c'est pour faire sur toute une population, donc il faudra, donc en fait, choisir un échantillon, parce que vous ne pouvez pas le faire sur toute la population, il faudra choisir un petit nombre. C'est ce qu'on appelle un échantillon. Il faut que ce petit nombre soit représentatif de la population, dans le sens où toutes les variations, toutes les différences et la diversité qu'il y a dans votre population, il faudra la retrouver dans votre échantillon. C'est comme ça que vous êtes sûr, si vous analysez juste ce petit échantillon, ce que vous allez trouver, il est valable pour la grande population. Alors maintenant, donc, dans l'autre cas, si vous voulez avoir juste une indication sur un individu, donc il y a différentes questions qui se posent, ils peuvent se poser aussi dans l'autre cas pour la population, mais il y a surtout une chose beaucoup plus importante que ce que je viens de dire. Tout ce que je viens de dire, elle est important, mais supposons que la question posée, elle est déjà assez précise, c'est-à-dire on vous donne, donc, allez, dites-nous quelle est la quantité de glucose qu'il y a chez une personne à 8 heures du matin ou à 10 heures du matin. C'est déjà assez précis pour vous dire, tiens, je ne vais pas me casser la tête par d'autres questions. Je sais que je vais la faire à 10 heures du matin, donc l'individu se pointe à 10 heures, donc, et je fais mon analyse. Donc, c'est la question qu'on m'a posée, je vais y répondre comme ça. Alors maintenant, en voulant faire cette analyse, vous allez faire une certaine expérimentation, c'est-à-dire vous allez prendre le sang de cet individu, il faudra disposer du sang de cet individu à 10 heures du matin, et puis vous allez procéder donc à appliquer une méthode pour essayer, qui va vous donner enfin une quantité de glucose. Alors en faisant cela, donc il y a tous les problèmes de précision qui sont liés à l'expérimentation humaine. C'est-à-dire, si vous faites l'analyse, vous allez trouver une valeur.
si vous la répétez, vous allez trouver une autre valeur. Jamais vous allez trouver la même valeur. Ça dépend de la précision de votre méthode, bien sûr, mais quelle que soit la précision, vous n'allez jamais tomber exactement sur la même valeur. Ça vous est déjà arrivé, oui ou non? Vous avez déjà fait des expérimentations, vous avez déjà fait des travaux pratiques, oui ou non? Non? Vous êtes la génération qui n'a jamais fait de TP. Très bien. Alors, mais bon, c'est valable aussi quand vous voulez juste mesurer donc la longueur du tissu qu'il vous faut pour faire votre chemise. Donc, si vous refaites l'analyse plusieurs fois, donc ça dépend avec quoi vous mesurez, donc vous n'allez jamais tomber sur la même valeur. Donc, il y a une certaine marge d'erreur qui est due à l'expérimentation elle-même. Alors maintenant, donc, plus votre expérimentation comprend plusieurs étapes, à chaque étape, il y a une petite marge d'incertitude et d'erreur, et qui va vous amener à la fin à une certaine valeur qui va être différente d'une autre valeur si vous répétez juste l'expérimentation. Alors maintenant, en vous posant cette question, en essayant de répondre à cette question, donc quelle est la quantité de glucose dans le sang d'une personne à un moment précis, vous avez compris que là, il surgit un autre problème. C'est-à-dire le problème de la précision de ce que vous voulez faire. Alors, est-ce que vous pouvez vous contenter d'une analyse? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez vous contenter d'une seule fois? Non. Non, Non, il y a toujours la marge de l'erreur. non, pas uniquement. Une fois, c'est pas juste uniquement la marge de l'erreur, mais si vous vous trompez complètement, c'est-à-dire si vous faites une bêtise cette fois-ci, donc vous aurez un résultat qui est complètement faux. Et vous n'avez aucun moyen de dire que c'est vrai ou c'est faux. Le seul moyen que vous avez, c'est de répéter votre expérience plusieurs fois. En répétant votre expérience plusieurs fois, donc vous allez avoir des valeurs qui sont différentes. Alors, et qui sont différentes, alors maintenant, si vous avez plusieurs valeurs et qui sont différentes, quelle est la bonne? Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez répondre à celui qui vous a posé ce problème? Vous allez lui donner la première valeur. C'est la moyenne de ces valeurs. Alors, très bien. Donc, vous allez dire, donc, moi, je ne vais pas donner donc, aucune de ces valeurs, mais je vais donner une moyenne. Alors maintenant, qu'est-ce que ça signifie une moyenne? C'est quoi le sens d'une moyenne? C'est entre la valeur supérieure et la petite valeur. Oui. Entre les deux. Oui. Quand vous dites entre les deux, c'est au milieu? Oui. Si vous en avez que deux. Et si vous en avez 10? Si vous avez que deux valeurs, oui, c'est le milieu. Et si vous avez 10 valeurs? C'est la valeur qui ne dépasse pas 10 et... C'est entre la plus grande et la plus petite valeur. Forcément, vous ne pouvez pas voir de valeur en dehors de l'intervalle des valeurs que vous avez. Donc, si vous mesurez juste l'âge des personnes, et donc toutes vos personnes, ils ont un âge entre 15 ans et 20 ans, ben la moyenne, ça ne va pas être 25 ans. Donc, bien sûr, donc la moyenne, elle est comprise dans l'intervalle de vos valeurs. Mais qu'est-ce que ça signifie et pourquoi faire cette moyenne? C'est l'ensemble des valeurs sur le nombre d'analyses. Oui, mais c'est ça. Donc, en fait, quand vous me dites une moyenne, ça veut dire que vous savez déjà la calculer. Alors maintenant, vous m'avez dit juste la manière de la calculer. Donc, bon, vous m'avez rien dit. Vous m'avez rien dit. Alors maintenant… C'est une référence.
Non, 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 c'est plutôt, Ah, c'est plutôt, mais euh, attendez, s'il vous plaît. Donc, pourquoi c'est une référence? Pourquoi c'est une référence? parce qu'on va comparer avec. Mais pourquoi? Parce que vous me le dites. car c'est le type le plus répandu. Parce que, C'est le nombre le plus récurrent ou le plus répandu plutôt. pas du tout. Pas du tout, mademoiselle. Alors, si on prend la moyenne des notes que vous avez, donc c'est un exemple que je donne souvent. euh, Si maintenant on s'amuse à avoir la moyenne des notes que vous avez dans une section, et on va trouver, je sais pas, donc mettons qu'on trouve 10. Est-ce que ça veut dire que c'est le plus récurrent, c'est-à-dire celui, est-ce que ça veut dire que c'est le plus, c'est la note la plus répandue? Non. Non, pas du Pas tout. du tout. Pas du tout. Et c'est possible que personne n'ait 10. Il y a des gens qui ont 20, la moitié est 20 et l'autre moitié est 0. Donc, et vous aurez une moyenne de 10. Personne n'a 10. Donc, c'est pas la valeur la plus récurrente. Mais c'est quoi une moyenne? Et pourquoi on fait cette moyenne? Pourquoi? Monsieur, donc, qui avait proposé tout à l'heure de faire cette moyenne. Donc, pourquoi? Pourquoi vous voulez la faire? Pour qu'on puisse avoir un résultat valable pour tous les échantillons. Vous me dites ça, mais j'arrive pas à le comprendre. Mais pourquoi ça va être valable pour tous les échantillons? Monsieur, pour avoir une certaine constante entre tous les échantillons, une normale plutôt. Un Non. échantillon qui soit. Mais pourquoi on cherche à avoir quelque chose de normal? Quand on fait une analyse, on cherche une vérité, on cherche pas le normal. Pour comparer, parce que quand on compare avec cette certaine moyenne qu'on a calculée, et on compare par exemple, comme vous avez dit, le taux de glucose chez quelqu'un, on peut savoir s'il a une maladie ou quoi que ce soit par rapport à cette moyenne. Écoutez. Alors maintenant, là, on est en train de parler dans l'absolu, donc en dehors d'une maladie, en dehors de l'interprétation, en dehors de l'objectif derrière donc l'analyse qu'on veut faire. Donc c'est pas ça l'objectif. On cherche pas à démontrer que quelqu'un est malade ou pas malade, ou il va être malade ou il va jamais tomber malade. Donc c'est pas ça. Donc on vous demande d'aller faire une analyse donc d'un taux de glucose chez une personne à 10 heures. Vous ne savez même pas pourquoi. On ne va même pas vous dire pourquoi on vous le demande. Mais vous avez compris que cette analyse, vous ne pouvez pas la faire une fois. Ça, vous l'avez compris. Parce que, en fait, cette fois-ci, si vous faites une erreur, donc votre résultat serait complètement faux. Alors là, et vous avez compris que pour éviter ça, il faudra répéter votre analyse plusieurs fois. Et pour répéter votre analyse plusieurs fois, donc ça vous donnera à la fin plusieurs résultats. Ça ne va plus vous donner un seul résultat. Ça va vous donner différentes valeurs. En vous posant la question, qu'est-ce qu'il faut faire avec toutes ces valeurs? Votre camarade dit donc qu'il faut faire une moyenne. Alors maintenant, on en est là. On faut faire une moyenne. On veut juste comprendre pourquoi il faut faire cette moyenne. On fait Monsieur, parce qu'il résume toutes ces valeurs. Vous me dites, mademoiselle, vous êtes en train de faire, donc en fait, du récit, donc pour résumer ces valeurs. Qu'est-ce que vous voulez que je comprenne quand vous me dites ça? Monsieur, parce qu'on a beaucoup de valeurs et on doit avoir une moyenne. Donc, cette moyenne, c'est un résumé de ces valeurs-là. Qui c'est qui vous oblige? Pourquoi vous dites on doit? Qui c'est qui vous dit? Si vous sentez que vous devez faire cette moyenne, dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi. C'est ça la question. Alors, je ne sais pas ici. Ouais, monsieur, pour qu'on puisse. Un instant. Alors, je disais, donc, je sais pas ici, donc, s'il y a des gens qui étaient présents ici hier,
Donc, si on a, donc en fait, voilà, c'est un exemple qui illustre très bien ce que j'ai abordé hier, c'est que notre manière de réfléchir, elle est loin d'être scientifique, elle est loin de rigueur. Donc voilà, donc on a certains problèmes à dire les choses d'une manière rigoureuse et exacte et de les comprendre dans leur sens. Donc ça, c'est pas dirigé envers quelqu'un, donc c'est toute la population. Donc hier, donc j'avais demandé à ceux qui étaient présents juste de faire attention à la manière dont on discute entre nous pour s'apercevoir en fait que on est loin, très loin de la rigueur scientifique. Alors maintenant, donc, oui, monsieur, donc qu'est-ce que vous voulez dire? Pour qu'on puisse corriger les fausses qu'on a fait sur les états. Parce que la moyenne, c'est Les un erreurs. résultat. Oui, parce que la moyenne, c'est un résultat qui est presque Un précis. résultat, on dire à un résultat, mais c'est un résultat. Un résultat pour François, c'est un résultat. Donc, on dit un résultat, c'est masculin, on ne dit pas une résultat. Bien, oui, votre idée, elle est bonne. Monsieur, Oui, monsieur, pardon, oui, allez-y. j'ai une autre proposition. Est-ce que c'est pour le côté statistique? Par exemple, on fait une moyenne, la moyenne plutôt représentera la valeur qu'a tout le monde si toutes les proportions étaient égales et équitables. Quelle proportion? Par Mais exemple, jamais on sera équitable et jamais on est les mêmes. On est oui, différents. voilà, mais c'est cette moyenne qui va un peu. Non, donc déjà le problème, c'est pas ça le problème qui est posé. Mademoiselle, vous répondez à côté. Le problème qui est posé, c'est quelle est la quantité de sucre chez une personne à 10 heures du matin. Il n'y a même pas d'autres personnes. Dans ce cas, le cas qu'on est en train de discuter là, il n'y a pas c'est pas une population, c'est une personne. Alors, on a fait une moyenne dans ce cas-là, c'est exactement pour ce qu'a dit votre camarade. Donc, c'est dans ce sens-là. Parce qu'une moyenne, donc, c'est plus précis. Une moyenne, c'est tout simplement plus précis. Et comme a voulu l'expliquer, parce que ça va éliminer certaines erreurs. Une moyenne, donc, ça élimine certaines erreurs. Alors, comment? Quelles sont les erreurs qu'une moyenne élimine? Ce n'est pas les erreurs que vous faites intentionnellement. C'est-à-dire, si vous vous trompez dans votre manipulation, ce n'est pas la moyenne qui va corriger ça. Donc, la moyenne, il va corriger donc, les erreurs dues au hasard. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui survient dans vos réactions chimiques, et qui est dû au hasard, donc si vous répétez, donc ça va s'éliminer. Alors, je m'explique. Alors, donc, donc vous avez une moyenne d'un certain niveau, donc c'est-à-dire de 1 gramme de glucose, donc qui est le cas normal donc de glucose. Alors, si on prend ça, que ça c'est la valeur moyenne et c'est la valeur la plus précise en fait. Pourquoi il est précis pourquoi il va être précis en faisant des moyennes? Parce qu'en fait, s'il y avait des erreurs qui sont dues au hasard, il n'y a aucune raison que ces erreurs-là surestiment votre dosage. Il n'y a aucune raison qu'ils sous-estiment votre dosage. C'est-à-dire, puisque c'est des erreurs qui sont dues au hasard, une fois que vous allez trouver quelque chose qui est supérieur à la valeur exacte, si vous refaites, ça va être inférieur à la valeur exacte, et ainsi de suite. Donc, il n'y a aucune loi qui impose que toutes les erreurs que vous allez faire sont juste supérieures à la valeur exacte. Donc, ils vont être répartis au hasard autour de la valeur exacte. Alors maintenant, si vous faites la moyenne, donc ça va disparaître. Si vous avez une fois 1,1, une autre fois 9,9, une fois 1,2, une fois 9,8, etc. Donc, si vous faites ça, vous allez faire votre moyenne, donc toutes ces erreurs-là autour de la moyenne. Mais les erreurs qui sont dues au hasard, ce n'est pas les erreurs que vous allez faire vous. Ce n'est pas les erreurs que l'expérimentateur il va faire. Ce sont les erreurs qui sont dues au protocole, à tout le protocole expérimental et qui sont dues juste au hasard. Alors ceux-là, donc, ils vont disparaître. Et c'est pourquoi, donc, en fait,
votre moyenne, ça va être beaucoup plus précise qu'une seule valeur. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Alors maintenant, je reviens à cette moyenne pour dire une chose, qu'une moyenne, donc c'est quelque chose qui ne signifie rien du tout. Une moyenne, c'est quelque chose d'aberrant. Je viens de vous dire que c'est plus précis. Je ne me contredis pas en vous disant cela, en vous disant que ça ne sert à rien et vous allez juste maintenant le comprendre. Alors maintenant, en revenant à l'exemple de tout à l'heure des notes, où je vais faire mieux pour quelque chose qui va certainement vous intéresser et vous impacter beaucoup plus que les notes. C'est les salaires. Si on se pose la question, quel est le salaire moyen des Marocains? Des Marocains actifs, par exemple. Donc, on va trouver une certaine valeur. D'accord? Comme pour les notes tout à l'heure. Donc, vous allez trouver une valeur moyenne. Donc, une moyenne. Donc, ici, on est en train de parler de moyenne arithmétique. Alors, ces moyennes arithmétiques, donc, c'est le nombre de réponses, c'est-à-dire le nombre d'analyses, c'est le nombre de valeurs que vous avez sur le nombre de l'effectif. Donc, c'est tout simple. Ça, vous l'avez appris au primaire. Donc, il n'y a aucun secret là-dedans. Ça va vous donner ce qu'on appelle une moyenne arithmétique. Alors, cette moyenne arithmétique, en fait, il y a quelque chose en elle qui ne va pas. Alors, je reprends cet exemple. Si je vous dis que la moyenne des salaires marocains, c'est 5 000 dirhams, qu'est-ce que vous allez me dire? Monsieur, Oui. alors pour ce que vous venez de dire, on va dire que c'est le SMIC. C'est ce qu'on appelle le SMIC en général. Mademoiselle, on s'en fout de l'interprétation. Non, c'est juste. C'est pas l'interprétation qui m'intéresse. C'est pas ça ce qui m'intéresse. Oui, je sais. C'est juste. Ce que je veux en venir, c'est que quand on dit par exemple un SMIC, c'est-à-dire la moyenne. Donc on va prendre. Non, le SMIC, c'est pas la moyenne, mademoiselle. Non. Le SMIC, c'est pas la moyenne. Donc vous avez quelque chose de faux dans ça. Le SMIC, c'est le salaire minimum autorisé. Donc on ne va pas le considérer comme une moyenne. Non, vous n'avez pas compris la question. Donc je vous dis que le salaire moyen des Marocains, c'est 5 000 dirhams. Qu'est-ce qui vous vient en tête, en fait? C'est que la majorité des Marocains, leur salaire est de 5 000 dirhams. Je viens de vous expliquer que c'est complètement faux. Monsieur, il y a des gens qui ont un salaire plus de 5 000 dirhams, il y a des gens qui ont un salaire moins de 5 000 dirhams. Certainement. C'est ça, une moyenne, elle est comprise entre les extrêmes de la fourchette. Mais c'est pas ça ce qui m'intéresse. On n'a pas bien compris la question, s'il vous plaît. La question, quel est le biais, c'est-à-dire quelle est l'erreur, quelle est la critique majeure de ce que je viens de vous dire. Si je vous dis que le salaire moyen, on va reprendre les notes. Peut-être que vous n'êtes pas sensible. Vous êtes pas sensible au salaire, c'est vos parents qui seront sensibles, pas vous maintenant. Alors on reprend les notes. Si je vous dis que la moyenne des notes de vos notes, c'est 10 par exemple, ou c'est 8, ça veut dire quoi? Monsieur, c'est-à-dire que vous avez généralisé? On va calculer l'écart type pour savoir quelle est la... Monsieur, Oui, on peut dire que c'est insuffisant. c'est-à-dire? Que c'est insuffisant. C'est-à-dire, c'est quoi insuffisant? Le niveau scolaire des étudiants, en général? Que tu peux. Bon, pas forcément. Donc, je viens de vous dire qu'une moyenne, c'est quelque chose de stupide. Une moyenne, donc, c'est pas très rigoureux. Oui, en fait, on peut dire que c'est juste un calcul, en fait. Ça n'a pas de réelle signification parce que, par exemple, pour les salaires, c'est la moyenne de 5 000. Non, mais c'est un calcul, oui, bien sûr, c'est un calcul. Voilà, c'est juste un calcul. Donc, la moyenne, par exemple, pour les salaires,
Non, Il y a non. des gens, au moment où on dit que la moyenne est de 5000 dirhams, il y a des gens qui peuvent gagner 100 000 dirhams et d'autres qui peuvent gagner 1000 dirhams. Et ça veut dire quoi? C'est quoi le problème ici? Ça Ça veut n'apporte dire pas qu'on peut pas réellement savoir. d'informations. Exactement. Donc voilà, ça veut dire qu'en fait que ça n'apporte pas de réelle information, cette moyenne. Donc en fait, le fait de dire que la moyenne des notes c'est 8 ou c'est 7, ça, ou c'est 14, peu importe, donc que ce soit au-dessus ou au-dessous de 10, donc ça n'apporte pas de réelle information. Monsieur, est-ce qu'on peut dire que vous avez résumé la liste de valeurs numériques en un seul nombre réel, en deux Oui, nombres? vous l'avez résumé, mais ça manque de sens. Ça manque de sens scientifique pour la raison qu'a essayé d'expliquer votre camarade. En fait, parce qu'en fait, dire que vous avez une moyenne de 14, une moyenne, donc en fait, ça peut être le résultat de différentes combinaisons. Donc, vous pouvez avoir des 20 et des 8, c'est-à-dire la moitié à 20, la moitié à 8, et quand vous faites la moyenne, ça va vous donner 14. Donc, ça manque de précision. Ça peut être que des 14. Ça veut dire que tout le monde a 14. Ça peut être des 12 et des 8 et des 7 et des 20, quelques 20, etc. Et ça donne 14. En fait, cette moyenne-là, donc, ça ne vous donne aucunement, en aucun cas, une idée sur les valeurs de votre analyse. Ça vous permet d'éliminer des erreurs qui sont dues au hasard, mais il est imprécis. Une moyenne, c'est quelque chose de très imprécis parce qu'en fait, ça ne donne pas de renseignements, en fin de compte. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a essayé de dire donc qu'il faudra y ajouter l'écart type. Exactement. Une moyenne toute seule, une moyenne arithmétique toute seule, donc en fait, elle est dépourvue de sens, c'est-à-dire elle n'a pas de sens. Parce que tout simplement, ça cache la dispersion des résultats. C'est-à-dire, comme vous l'avez compris pour cet exemple de notes, ça peut être des 20 et des 8 et ça donnera 14. Ça peut être juste des 14 et ça donnera des 14. Ça peut être des 15 et des 13 et ça donnera également une moyenne de 14. C'est-à-dire, en fait, donc, c'est quelque chose qui ne vous donne pas une idée, ça cache la dispersion des résultats, c'est-à-dire combien ces résultats sont loin, est-ce qu'ils sont proches de la moyenne, est-ce que toutes les valeurs sont proches de la moyenne, est-ce qu'ils sont loin de la moyenne, est-ce qu'il y en a qui sont très loin d'un côté et très loin de l'autre, donc ça cache. Pour rendre cette moyenne précise, donc il faudra toujours l'accompagner de ce qu'on appelle l'écart type. Vous avez fait donc en fait, je pense, donc un module de biostatistique, oui ou non? Non, pas encore, monsieur. Et vous n'avez jamais fait de statistique dans votre vie? Si, au lycée. Et le lycée, c'est très loin. Le lycée, Monsieur, c'est très loin, c'est une autre vie. Donc, en fait, vous avez compris le problème, et pour rendre cette moyenne, donc, plus rigoureuse et plus scientifique, il faudra toujours qu'elle soit accompagnée d'un écart type, sinon ça a très peu de sens. Ça a très peu de sens, parce que cet écart type-là, c'est une autre valeur qui va nous donner une idée de la dispersion des résultats autour de la moyenne. Si je vous donne, par exemple, donc, si je vous dis que la moyenne des notes, c'est 10 plus ou moins 1, alors là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que 80% de la population, les notes de 80% de la population des étudiants, c'est entre 15, c'est-à-dire plus 1 et moins 1, c'est-à-dire entre 13 et 15. 80%, c'est ça ce que signifie l'écart type. Donc, vous avez une idée sur la dispersion des résultats autour de cette moyenne. Si je vous dis que la moyenne, donc, c'est 14 plus ou moins 5, ça veut dire, en fait, pour avoir 80% des notes des étudiants, il faudra descendre jusqu'à 9 et aller jusqu'à 19. Est-ce que vous avez compris? Oui ou non? Oui. Oui.
Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Comment? Oui, allez-y. Donc, puisque cette matière consiste à la précision, donc je pense qu'on n'aura pas recours à la notion de moyenne. Donc, mais la moyenne, donc il faut la rendre précise. Donc vous écoutez pas. Il faudra la rendre précise en lui rajoutant un autre paramètre qu'on appelle l'écart type. Donc ça, donc c'est pour vous éviter de dire ou de poser des moyennes comme ça, tout simplement. C'est-à-dire à chaque fois que vous répétez donc vos expériences et vous avez des valeurs différentes, en fait, donc il faudra penser que en faisant juste la moyenne, c'est quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la moyenne. Ça manque de précision. Il faudra y ajouter un autre paramètre qu'on appelle écart type. Donc voilà ce que ça veut dire. Bien. Alors maintenant, on continue donc cette démarche. Donc, vous voulez faire votre analyse. Donc, vous avez compris. Donc, il faudra pas le faire juste sur un échantillon et que cet échantillon donc soit représentatif. Et puis donc que à la fin donc il faudra faire des moyennes et que la moyenne donc c'est pas un truc très précis. Donc, il faudra absolument qu'il soit accompagné d'un écart type pour avoir une idée maintenant beaucoup plus précise sur la dispersion de vos résultats autour de cette moyenne. Bien. Alors maintenant, une fois que vous... Ici, donc, on a sauté beaucoup d'étapes. On a parlé d'échantillonnage et on a parlé d'échantillons et on est allé faire notre analyse. Alors maintenant, donc, en fait, là aussi, donc, c'est pas comme ça que ça se passe. Il se peut que entre le moment où vous faites où vous prélevez votre échantillon et le moment de l'analyse, il se passe beaucoup de temps. Il se peut que le phénomène que vous voulez étudier, il est extrêmement rapide. C'est-à-dire, vous prenez votre échantillon, si vous attendez 1 minute ou 2 minutes, donc déjà ce qu'il y a dans votre échantillon a disparu, ou ce qu'il y avait où il y a quelque chose qui est apparu dans votre échantillon. Alors, il y a deux problèmes ici, c'est-à-dire, entre le moment où vous échantillonnez et le moment de l'analyse, il s'impose des précautions. C'est-à-dire, il faudra que le moment où vous faites votre analyse, votre échantillon soit exactement le même que celui que vous avez prélevé. Il faut pas qu'il ait été modifié. Alors maintenant, il faut qu'il ait été modifié, c'est pas nécessairement, il faut beaucoup de temps. Il y a des modifications qui sont extrêmement rapides. Alors ceci, donc, ça va imposer un certain nombre de précautions. Alors, si vous voulez faire votre analyse, vous prélevez, vous l'avez compris, il faudra avoir un échantillon, vous l'avez compris, il faut que ça soit représentatif, vous l'avez compris. Alors maintenant, il faudra comprendre qu'il faut que votre échantillon ne soit pas altéré, il faut qu'il ne soit pas modifié. Alors maintenant, ces modifications, c'est pas forcément, il faut beaucoup de temps. Alors ça, il faudra l'enlever de votre tête. Il faudra enlever de votre tête que c'est des choses qui se passent si vous traînez, si vous laissez trop de temps avant votre analyse. Pas forcément. Vous l'avez compris, je l'ai dit, donc il y a des modifications qui sont extrêmement rapides. Alors si j'en prends pour exemple maintenant donc une contamination bactérienne, c'est-à-dire si la question qui vous est posée, allez, dites-nous quelles sont les bactéries qu'il y a dans votre échantillon. On va prendre n'importe quel échantillon, on revient à celui de tout à l'heure, l'eau par exemple. Alors maintenant, donc en fait, vous savez que la multiplication des bactéries, elle est extrêmement rapide. Donc c'est quelques dizaines de minutes. Chaque dizaine de minutes, donc en fait, les bactéries, donc en fait, se doublent de population. La population des bactéries, donc une va devenir 2 et 2 vont devenir 4, etc. Donc il faut donc juste quelques dizaines de minutes, parfois donc moins d'une demi-heure. Alors maintenant, donc si vous prélevez votre échantillon et vous voulez l'analyser, donc il faudra, parce qu'en fait ce que vous cherchez, donc c'est les bactéries qui étaient dans votre échantillon à l'origine. C'est pas ce qui est devenu votre échantillon après une journée ou après 2 heures ou après 3 heures. Après 3 heures, donc il ne faudra pas qu'il y ait d'autres bactéries qui vont s'ajouter à votre échantillon. Vous êtes d'accord?
faut pas qu'il y ait contamination de votre échantillon par d'autres bactéries qui n'étaient pas présentes dans l'échantillon d'origine. Il ne faut pas que les bactéries qui étaient dans votre échantillon se multiplient. Parce que si on vous dit, donc si c'est la question qui vous est posée, dites-nous quel est le nombre de bactéries, de micro-organismes qui étaient dans votre échantillon, entre-temps, ce nombre-là peut changer, soit en augmentant, soit en diminuant. Donc il peut augmenter parce que des bactéries se sont multipliées, mais il peut diminuer parce qu'ils sont mortes, ils sont plus vivants parce que votre échantillon il a changé de condition. Alors donc ça c'est un exemple de bactéries, mais c'est valable aussi pour des substances chimiques. Donc si vous prélevez, donc en fait il y a des substances qui réagissent extrêmement vite, et puis il y a des réactions qui peuvent se faire dans votre échantillon, donc et ça va vous modifier votre échantillon, et cette modification ça va survenir entre le moment du prélèvement et le moment de l'analyse. Alors maintenant si vous avez compris donc ce problème, c'est que vous avez compris donc la nécessité de la conservation de l'échantillon. C'est-à-dire, une fois prélevé, il faudra que votre échantillon ne soit pas altéré, ne soit pas modifié, donc jusqu'au moment de l'analyse. Et là, on est en train de parler de conservation d'échantillon. Alors maintenant, qu'est-ce qui change dans votre échantillon? Qu'est-ce qui change? Alors maintenant, donc, soit il y a des choses chimiques qui vont changer, donc c'est-à-dire vos substances vont réagir entre elles ou avec d'autres, et votre sucre que vous avez dans votre sang, donc il va réagir, va devenir autre chose. Et si vous faites un dosage après 1 heure ou après 2 heures, donc en fait, ça ne vous vaudra rien, parce qu'en fait, ça n'a plus aucun sens, c'est plus la quantité de sucre qu'il y avait dans votre échantillon, cette quantité a changé. Il a changé parce qu'il y avait eu des réactions chimiques. Donc, il y a des choses qui changent à cause de ça. Et puis, il y a des choses qui changent, en fait, à cause de ce que j'ai évoqué à l'instant. Donc, c'est-à-dire s'il s'agit de micro-organismes, d'une analyse microbiologique d'organismes. Donc, en fait, c'est des organismes qui peuvent venir de l'extérieur et contaminer votre échantillon et qui n'étaient pas présents dans votre échantillon. Ou c'est des micro-organismes dans votre échantillon qui se sont multipliés donc, et ils sont plus dans les mêmes proportions et c'est plus le même nombre. Ou au contraire, c'est des micro-organismes qui sont morts et que quand vous allez faire votre analyse, vous n'allez pas les trouver, ou vous allez les trouver en nombre inférieur et ça ne vaudra rien là aussi parce que c'est pas la réalité, c'est pas la vérité de votre échantillon, c'est pas ce qu'il y avait dans votre échantillon. Alors, à travers donc tout ça, donc vous avez compris donc en fait qu'il y a nécessité, donc il y a obligation de conservation d'échantillon. Alors, conserver votre échantillon, c'est tout simplement empêcher les modifications, empêcher les altérations. Alors, et vous venez de comprendre qu'en fait que ces altérations sont soit d'ordre chimique, soit sont d'ordre microbiologique. Donc, ou sont d'ordre physique aussi, donc ça peut aussi survenir. Alors, il faudra empêcher toutes les réactions chimiques dans votre échantillon. Il faut, entre le moment de prélèvement jusqu'au moment d'analyse, il ne faut pas qu'il y ait de réaction chimique dans votre échantillon. Comment faire? Alors, si vous avez un échantillon biologique, donc en fait, les réactions ne vont plus être des réactions chimiques, ils vont être biochimiques, c'est-à-dire des réactions catalysées par des enzymes. Si, en plus de ça, il peut y avoir également des réactions en chimique. Alors, comment peut-on arrêter des réactions? Comment Avec la température. C'est-à-dire? La température peut accélérer des réactions chimiques. Oui, mais si on veut l'arrêter, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la diminution de la température. Donc, voilà, exactement. En fait, pour que deux molécules réagissent, donc il faudra déjà qu'ils se rencontrent. Et rappelez-vous, hier, donc en fait, j'ai expliqué qu'en fait, la température, c'est juste quelque chose qui traduit l'agitation moléculaire. Plus les molécules bougent, plus la température est élevée, plus les molécules bougent, et puis ils ont la probabilité qu'ils se rencontrent est grande, et plus ça réagit. C'est pourquoi on vous a déjà expliqué que les réactions chimiques sont favorisées par une augmentation de la température. Une augmentation de la température, ce n'est rien d'autre qu'une augmentation de l'agitation moléculaire. Et puis, si l'agitation moléculaire devient importante, le risque
la probabilité de rencontre entre les espèces chimiques donc, est grande et puis la probabilité de réaction est grande. Donc en fait, il faudra arrêter ça et on l'arrête en diminuant justement la température. Donc en fait, ça dépend de ce que vous voulez analyser. Donc, parfois un abaissement de la température jusqu'à 5 degrés est suffisant. Si ce que vous voulez analyser n'est pas très réactif, mais parfois, c'est même pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faudra descendre encore beaucoup plus bas pour arrêter les réactions et pour pouvoir conserver votre échantillon. Mais l'idée, il est bonne. L'idée, il est bonne. Donc, pour arrêter ces réactions, que ce soit biochimiques ou chimiques, on peut faire baisser la température. Alors maintenant, pour les réactions biochimiques, il y a une particularité, c'est-à-dire ce sont des réactions qui sont catalysées par des enzymes. Ça, vous le savez, j'espère. Alors maintenant, donc en fait, les enzymes, on peut aussi les dénaturer. Mais on les dénature pas en diminuant la température, mais on les dénature en augmentant la température. Si ce que vous voulez analyser risque d'être transformé par une réaction biochimique, c'est-à-dire par une réaction catalysée par une enzyme, mais ce que vous voulez analyser n'est pas très sensible à la température, alors à ce moment-là, vous pouvez vous permettre d'augmenter la température au lieu de la baisser, c'est-à-dire vous l'augmentez, vous êtes sûr que votre substance ne va pas être altérée, mais vous savez que vous allez altérer les enzymes, vous savez que vous allez dénaturer vos enzymes. Et si vous dénaturez vos enzymes par la température, vous savez qu'il n'y aura plus de réactions qui vont transformer votre substance. Donc, en fait, il faudra comprendre ce que vous voulez analyser et ce que vous voulez chercher. Mais ce qui est important, c'est d'avoir toujours en tête cette obligation de conservation de l'échantillon. C'est-à-dire d'avoir toujours en tête que votre échantillon, entre le moment de prélèvement et le moment d'analyse, risque de changer. Si ses caractéristiques, sa composition risque de changer par tout ce que j'ai expliqué il y a un moment. Alors maintenant, pour que votre analyse donc soit juste, pour que votre analyse reflète donc la réalité de votre échantillon, il faudra que votre échantillon reste le même depuis le moment du prélèvement jusqu'au moment de l'analyse. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors, il faudra arrêter ces réactions chimiques. Alors maintenant, il y a des substances qui réagissent avec l'oxygène. Alors là, c'est simple. Si ce que vous voulez analyser, vous savez que ça réagit, que c'est très réactif avec l'oxygène, donc maintenant, il faudra se débrouiller pour enlever l'oxygène. Alors, en enlevant l'oxygène, donc il faut enlever tout le gaz, donc il faudra le conserver sous vide, tout simplement. C'est ce qu'on appelle une conservation sous vide. C'est-à-dire, votre échantillon, il ne sera jamais au contact avec l'air. Il faudra se débrouiller pour que votre échantillon ne soit plus au contact avec l'air. S'il n'est pas au contact avec l'air, il ne sera pas plus au contact avec l'oxygène. Et s'il n'est plus au contact avec l'oxygène, votre substance ne va pas être altérée, modifiée. Ou bien que votre échantillon, donc que l'air qui est au contact de votre échantillon, il faudra le remplacer avec un autre gaz, mais qui n'est pas réactif. C'est ce qu'on appelle une conservation sous atmosphère inerte. C'est-à-dire, au lieu que ce soit l'air qui est au contact avec votre échantillon, il faudra remplacer cet air et mettre un autre gaz. Ce qu'on met généralement, c'est l'azote. C'est-à-dire, on enlève tout l'air qu'il y a là-dedans qui contient de l'oxygène. Et à la place de l'air, donc, on va mettre de l'azote. Et en mettant de l'azote gazeux, donc on sait très bien qu'il n'y a plus d'oxygène. Et par conséquent, on a empêché les réactions chimiques. Alors, si votre échantillon risque d'être transformé par la lumière, donc s'il réagit avec la lumière, donc il faudra le mettre à l'obscurité, tout simplement. Donc, il y a tout ça qu'il faudra comprendre. Il n'y a pas de règle, mais il faudra comprendre ce que vous voulez faire. Il faudra comprendre votre analyse et puis prendre les précautions qui s'imposent. Il faudra également comprendre que votre échantillon risque de changer entre le moment de prélèvement et le moment de votre analyse. Si vous avez compris ça, vous allez également comprendre qu'en fait, il faudra faire quelque chose
pour empêcher cette modification. C'est ce qu'on appelle la conservation de l'échantillon. Donc, le plus courant et le plus répandu, c'est qu'on baisse la température. Donc, on conserve nos échantillons dans le froid. C'est-à-dire, on met à 0 degré ou à moins 1 273 degrés. Et donc, ça dépend de ce qu'on veut analyser. Ça dépend de la rapidité avec laquelle donc, ça se dégrade ou ça se modifie. Donc, il faudra mettre à une température très, très, très basse rapidement pour que l'échantillon reste intact, qu'il n'y ait pas de réaction chimique là-dedans. Donc, parfois, donc, tout ça n'est pas nécessaire. Donc, ce qui est nécessaire, c'est juste d'enlever l'oxygène. Parfois, tout ça n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est juste mettre à l'obscurité, éviter un contact avec la lumière, parce qu'en fait, vous analysez des substances photosensibles, c'est-à-dire qui réagissent à la lumière. Donc, voilà. Donc, il y a un problème de conservation de l'échantillon. Et ça dépend de quel échantillon, ça dépend de ce que vous voulez analyser. Mais à chaque fois que vous voulez analyser quelque chose, il faudra que dans vos têtes, donc que cette question surgisse, donc apparaisse, est-ce qu'il n'y a pas un risque que mon échantillon soit modifié entre-temps? Alors, s'il risque de modifier, donc il faudra donc faire quelque chose. Alors maintenant, donc si dans votre analyse, donc ce qui vous est demandé, c'est d'étudier une enzyme. Alors une enzyme, vous savez donc que c'est quelque chose de sensible à la température. Donc c'est des protéines, et c'est des protéines dont la structure tridimensionnelle donc est altérée par l'élévation de la température, parce qu'en fait cette structure tridimensionnelle, c'est le résultat d'interactions très faibles, de liaisons hydrogène très faibles. Alors maintenant, donc si la température est élevée, donc il y a cette structure tertiaire donc qui se défait. Et si cette structure tertiaire des enzymes se défait, donc l'enzyme n'est plus active. Alors maintenant, si dans votre objectif, c'est de récupérer l'enzyme active, donc il faut également que vous preniez toutes les précautions pour que votre enzyme reste active. Alors prendre les précautions pour que votre enzyme reste active, ça veut dire tout simplement qu'il ne faudra pas que cette enzyme soit dénaturée par la température essentiellement. Et pour qu'il ne soit pas dénaturé par la température, il faudra que votre échantillon soit rapidement conservé à des températures très basses. Et quand je dis très basses, j'ai bien précisé en fait que ça dépend de ce que vous voulez analyser. Une température de 5 degrés peut être assez basse pour conserver certaines choses, mais il peut être très très élevé par rapport à d'autres choses. Donc, c'est-à-dire que pour que vous puissiez conserver correctement votre échantillon, il faudra le faire à des températures beaucoup plus basses que 5 degrés. Sinon, ce que vous voulez analyser risque d'être modifié, altéré. Bien. Alors, j'arrête aujourd'hui donc à ce niveau-là. Donc, peut-être on prendra 5 à 10 minutes pour d'éventuelles questions, si vous en avez. Donc, c'est à vous la parole. Rien, donc tout est clair. Donc, il n'y a rien qui n'est pas. Il n'y a rien qui demande des explications supplémentaires. Non. Très bien, donc ça veut dire que vous êtes de bons étudiants, que vous avez tout compris. Et c'est une bonne chose. Ou peut-être ça veut dire que vous n'avez rien compris, parce que quand on n'a pas de questions, c'est soit qu'on a tout compris ou qu'on n'a rien compris. Donc ça peut être l'un des deux extrêmes. C'est bon, pas de questions? Non, mais si tout est clair. Merci. Bien. Alors, on arrête là. Donc, vous pouvez éteindre votre connexion. Donc, et à la prochaine. Merci beaucoup, monsieur. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. De rien. Donc, je ne fais que mon travail. Merci. Rien de plus.
Merci, monsieur. De rien. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur.